Salut Alex. Salut Gab. On a un épisode spécial de Plus de Millage aujourd'hui du podcast. On va vous parler du lancement du Blazer EV qui a été lancé hier. Donc, ça va être un gros modèle pour GM. Donc, on va vous parler premièrement là, des dimensions, où est-ce que ça se situe ce véhicule-là dans la ligne. Alex va vous parler des spécifications et des choses très particulières au niveau, entre autres, là, du rouage d'entraînement, là, des choses qu'on n'a jamais vues. Puis ensuite, on va vous parler de prix, où est-ce que ça s'insère dans la gamme de GM, puis à quel moment ça va être disponible. C'est un véhicule qui est lancé maintenant, on connaît les prix, mais il va être disponible uniquement un peu plus tard. Puis il y a certaines versions aussi qui vont venir plus tard, là, les modèles de base entre autres. Donc, au niveau des dimensions, Alex, un Blazer EV, toi, là, ton guess, c'était que c'était à peu près gros comme un Ford Mach-E, c'est ça? Oui, mais je pense que c'est pas le cas là, parce que tu m'as repris juste avant qu'on commence l'enregistrement. Là. Donc, on a vérifié, là, puis on a essayé de trouver plein de comparables. Là, on se disait, c'est comme un passeport, c'est comme un... Puis finalement, ben, premièrement, les dimensions n'ont pas été publiées. Donc, on a pris un petit raccourci. On était voir les dimensions du Lyric, qui est censé être à peu près la même moto. Fait que c'est une voiture qui fait environ 5 mètres de long par environ 2 mètres de large, 1976 mm. Donc, un véhicule assez large. Puis avec une hauteur de 1600 mm. Donc ça se compare, c'est à peu près identique à un Highlander, le Toyota Highlander, qui est un VUS intermédiaire cette place de Toyota, en termes de largeur-longueur, mais au niveau de la hauteur, c'est un peu plus bas, environ 100 mm. Puis là, c'est normal puisque c'est un véhicule électrique. Généralement, on garde la ligne de toit assez basse là, pour être capable d'avoir moins d'air frontal, hein, parce qu'on parle souvent du coefficient aérodynamique. Mais en fait, l'air frontal, c'est tout aussi important. Plus l'auto est petite, plus elle va être aérodynamique en fait. Donc, ça se situe là, à peu près au niveau du Highlander en termes de dimension. Puis là, Alex, parle-nous du batterie, orage Ah oui. d'entraînement, qu'est-ce qui est spécial? Donc, rapidement, là, ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai préparé une petite charte là, qui est simplifiée là, parce qu'en réalité, malheureusement, si vous allez sur le site chevrolet.ca, qui est très, très détaillé d'ailleurs avec la rubrique spéciale pour commander le véhicule, on vous mettra le lien. Regardez, c'est très bien fait. Là. GM veut prouver que c'est un vrai véhicule que vous pouvez acheter. Il y a des vrais prix, puis là, on peut décider s'il est disponible à la subvention ou non. Mais, comme je vous dis, je vais vous afficher une petite charte dans quelques instants qui simplifie un peu la donne pour tous. Donc, annoncé actuellement, il y a 4 modèles. Le 1LT, le 2LT, RS et SS. Pour ce qui est de l'autonomie, dans le fond, 1LT, on parle de 397 km, 400 km. Le 2LT, on parle de 470 km. En version rouage intégral, bien important, on n'a pas l'autonomie d'un 2LT traction. Puis là, on va parler de ça plus tard aussi, j'ai dit le mot traction. Le RS, qui est l'équivalent du California Route 1, si on penserait à un Mach-E, à 515 km en rouage propulsion. Et oui, j'ai dit propulsion encore. Et SS, le modèle porte-étendard qui a été annoncé au début, en fait, c'est les modèles qu'on a vu un peu partout, le modèle rouge là, avec toutes les fioritures qui viennent avec, 465 km. Ça, c'est l'autonomie. C'est le EPA, puis c'est l'estimé GM. Ça peut changer, baisser ou monter, mais ça, c'est l'estimé que GM fait. Mais ils ne se sont pas trompés quand ils ont fait le lyrique, donc on peut se fier là-dessus. Chargeur embarqué pour la maison, 11,5 kW, c'est bien, c'est mieux que 7,2. Recharge rapide, courant continu, jusqu'à 190. On ne sait pas quelle grosseur de batterie vont être à l'intérieur du Blazer. Certains estiment que ça va être la batterie de 102 kWh du Lyric. Ça ferait beaucoup de sens. Peut-être que le modèle avec moins d'autonomie, une batterie plus petite, ça serait une première pour la plateforme Ultium. Donc, comme dit, on ne le sait pas pour l'instant. On le saura plus tard lorsque GM va annoncer plus de détails sur le Blazer. Mais bon, au moins tous les modèles ont la recharge rapide courant continu jusqu'à 190 kW, ce qui est intéressant. Certaines autos, des fois, c'est en option. Surtout en Europe, je vous dirais, là, vous pouvez payer pour avoir une recharge plus rapide. En roue de 19 pouces de base, 21, 22 pouces, les modèles plus élevés. Dans le fond, ça a un impact sur l'autonomie, c'est pour ça que je l'ai mis là. Et là, j'ai laissé une petite partie en anglais. Là. Voyez-vous la particularité du rouage de ce véhicule-là? Puis là, je vais laisser Gab en parler. Là. Oui, parce que tu as dit un modèle traction, tu as dit un modèle propulsion, puis tu as dit un modèle à traction intégrale. Puis là, on a eu une discussion hier, là, enflammée, ça. Est-ce que ça a déjà été offert, c'est une voiture où tu avais le choix entre
traction, propulsion et traction intégrale. Puis là, j'ai mentionné évidemment la Renault Clio V6 qui était disponible en modèle traction ou propulsion avec un V6 dans le coffre. Mais évidemment, mais on n'a pas trouvé d'exemple où il y avait aussi un modèle à traction intégrale. Là. Fait que dans l'histoire de l'automobile, des fois, là, on peut peut-être trouver un exemple où est-ce que c'est comme une voiture de base, mais là, il y avait une version de rallye avec un moteur particulier puis une configuration complètement débile. Mais on n'a pas trouvé de voiture où on avait les 3 configurations disponibles. Puis là, même sur le Blazer EV, il y a des versions où tu peux l'avoir ou traction, ou propulsion, ou traction intégrale dans la même version. Le RS, entre autres, c'est de base traction, en option propulsion et en option à traction intégrale. Mais c'est le propre des autos électriques. Tesla ou n'importe quel constructeur, en fait, pourrait faire ça. Pourrait choisir d'offrir une version propulsion, que ce soit d'un BZ4X ou autre chose. La mécanique, physiquement, elle est découplée. Il n'y a pas de couplage entre l'avant et l'arrière. Donc, c'est possible. C'est très, très particulier. Là. Mais bon, c'est comme ça. Il n'y a pas de désavantage à l'offrir. Donc, s'ils veulent l'offrir, tant mieux. Oui. Puis, je reprends ici, et mon intuition et mon, je vais dire en anglais, feeling, c'est que la version traction a une batterie différente et les versions intégrale et propulsion ont la batterie de 102 kWh. Là, ça a l'air fou un peu ce que je dis, mais regarde le ARS. Standard traction, standard propulsion avec un petit 2. Là, il faudrait que j'aille voir sur le site de GM ce que le petit 2 veut dire. Je vous mettrai une note là, quand je l'aurai re-regardé. Mais je soupçonne que le ARS standard a une batterie de grandeur X qui est plus petite que la batterie de 102 kWh, moins d'autonomie. Là, tu prends un groupe que tu tombes avec la grosse batterie, puis là, tu tombes avec la motorisation du Cadillac Lyriq de base, et ensuite, tu tombes 4 roues motrices. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Modèles, oui, puis pour les modèles SS, on parle de plus de 500 chevaux avec le 0-100 en moins de 4 secondes. Donc, ça va être quelque chose de bien. Puis, on s'attend en termes de compétition, en fait, là, à ce que ça vise directement le modèle Y. Là. En fait, ça va être une alternative moins chère au modèle Y, là, essentiellement. Là. Ben, le Cadillac Lyriq est peut-être plus directement en lien avec ça, parce que c'est plus une marque de prestige, un peu comme Tesla. Mais est-ce qu'on est prêt à parler de prix, Alex? Ben oui, dans le fond, ma petite charte est toujours affichée. Là. Le 1LT, là, dans le fond, là, évidemment, dans la vie, tout peut changer. J'ai mis les prix affichés sur le site de GM Canada, dans leur article là, de price. Et j'ai calculé à peu près, là, rapidement, en omettant les taxes sur, la subvention du gouvernement canadien et en mettant les taxes sur la subvention du gouvernement du Québec, le prix environ, entre guillemets, environ, après les subventions. Donc, le 1LT qui va être disponible en 2024, 54 548, environ 50 000 après taxes et subventions. Le 2LT qui va être le premier modèle disponible avec le RS, 59 148. Et ça, c'est 59 148 probablement en version traction, donc c'est plus cher en version intégrale. Donc, c'est pas le... Vous comprenez comment c'est fait? Hein? L'autonomie affichée sur la petite charte que je vous montre, c'est pas le prix en bas, évidemment. Bon. Environ 55 000 après taxes subventions. Le RS, le modèle qui a tout dedans, là, toutes les configurations possibles, probablement en version traction, à 63 848, aussi disponible à l'été 2023, environ 60 000 après les taxes. Et le SS, que là, je ne sais pas comment GM va attacher ça. Est-ce qu'il va être éligible à la subvention? Est-ce qu'il ne va pas être éligible à la subvention? Là, peut-être Gaël, faudra-tu m'éclaire là-dessus, mais à 83 500 quelque chose, là, on est dans le modèle. Il n'y a aucune subvention. Un des trucs qui m'excite, Alex, là, tu m'intéresseras si tu n'es pas d'accord, là, mais c'est la recharge à 190 kW. Récemment, puis là, vous le verrez plus tard, on a eu l'opportunité d'essayer une auto qui charge à 150 kW, mais de manière très constante, jusqu'à un état de charge très élevé là, de 80%. Donc, ce que ça nous a fait réaliser, c'est qu'en fait, tu n'as pas besoin d'avoir une auto qui charge à 250 ou 230 kW. Parce qu'une Tesla Model 3, par exemple, va charger à 250 kW, mais pour une très courte période, ça va réduire rapidement après. Donc, en fait, la réalité, c'est que si tu es capable d'avoir une grande aire sous la courbe, disons, même si tu maintiens une vitesse pic de recharge qui n'est pas si élevée que ça peut être très intéressant. 190 kW pour une batterie de 100 kW, c'est suffisant si tu es capable de charger assez longtemps à 190 kW. Donc, ça, j'aime ça. Là. Puis, ça va être très aligné sur ce que les bornes d'Hydro-Québec vont être capables de nous offrir. Donc, c'est tant mieux. Non, tu as bien raison, parce qu'en réalité, à la fin, le secret là, de la sauce, c'est la vitesse moyenne de recharge lors de la session de recharge. Fait que des véhicules qui ont des courbes de recharge très, très plates, comme Gabriel vient d'expliquer, ben, c'est quasiment mieux. Donc, on va se le souhaiter.
Aussi, ce que je voulais parler, c'est la segmentation de ce véhicule-là dans le marché électrique. Donc, maintenant, ce que je vous affiche, c'est un petit tableau que j'ai fait moi-même, là. Puis j'ai mis des couleurs là, sur le nom de certains véhicules parce qu'ils sont un peu plus populaires et ils sont plus directs, dans le fond, pour le Blazer. Mais vous voyez là, en orange, qu'est-ce que je vous ai mis? Là, vous avez le Blazer 1LT, le 2LT un peu plus haut, le RS plus haut dans la charte et complètement à droite, vous avez le EV. Et qu'est-ce que c'est cette charte-là? C'est moi qui mets le PDSF, le prix de détail suggéré par le fabricant, versus l'autonomie estimée ou l'autonomie EPA. Puis là, on voit vraiment que le Blazer, là, avec ses 4 modèles annoncés, là, très compétitif par rapport au Mach-E, le Ioniq 5. Puis là, dans le fond, il y a certains modèles, quand on regarde, là, comme le RS, comme je vous dis, le compétiteur direct avec le Mach-E, le Route 1 California Edition et même le modèle Y. Peut-être pas en puissance, peut-être pas en prestige, mais le SS va aller faire ce travail-là. Par contre, une diminution de l'autonomie, là, ça va juste avoir 465 km d'autonomie de Blazer, mais d'un point de vue peut-être de puissance et de technologie disponible, parce qu'évidemment, Super Cruise et tout ce qu'on voit dans le Lyriq va être disponible dans un format différent. L'intérieur, l'interface va être différente, mais ça va être la même chose. Ouais, fait que en fait, c'est ça, le Blazer EV ARS, ça a l'air d'être très intéressant. En même temps, bon, on a hâte de l'essayer, là. Mais c'est le fun de voir que les gammes s'élargissent et qu'on a de plus en plus de choix, là. Un jour, il va falloir faire des choix d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on présente dans ce graphique-là? Ça va juste être un nuage de points. Mais je trouve que c'est cher un peu. T'sais, avec un prix d'entrée à 55 000 $. Puis là, le chaînon manquant, là, le segment manquant là, qui nous manque, là, c'est le Equinox. Là. Dans le fond, là, on a la Bolt, on a le Blazer, on a le Lyriq, puis les pick-up. Mais où est-ce que le Equinox va se situer là-dedans? On s'attend à ce qu'il soit à 30 000 $ US. Ben, c'est quoi mon intuition, Gab? C'est que quand le Equinox EV va être disponible, le modèle de base va se vendre le prix de la Bolt EUV. Et à ce moment-là, la Bolt EUV va soit tirer sa révérence, ou va avoir une diminution de prix. Oui, exactement. Parce qu'aux États-Unis, ils ont diminué le prix parce que GM a écoulé l'ensemble des crédits de subvention du gouvernement fédéral américain, ou en tout cas, du moins, c'est l'interprétation que tu en as faite, là, puis je trouvais que c'était excellent. C'est que comme il n'y a plus de subventions disponibles sur les modèles GM, parce que GM a vendu suffisamment de véhicules électriques pour atteindre le maximum, ben, ils ont réduit le prix, ce qui permet à leurs véhicules de rester plus compétitifs avec des modèles qui ont encore accès aux subventions. Donc, c'est ça un peu la gamique ou l'histoire, là. Nous, ici, on n'a pas de limite, c'est bien. Tous les véhicules sont subventionnés, mais ça va, dans certains cas, permettre de diminuer artificiellement les prix, ce qui est bien. On l'a vu longtemps avec des véhicules à 44 995 $ au Canada, puis ça se poursuit encore un peu, même si le minimum fédéral a changé, mais on n'a pas de limite. Donc, il n'y a pas de moment où le constructeur se voit un peu obligé de baisser le prix pour rester compétitif, comme on le voit aux États-Unis avec la Bolt. Oui, tu as bien raison. Peut-être dernière chose là, en terminant, un patente d'Aiguillus ou un détail que j'ai vu, là, les Lyriq, c'est probablement la même chose. Dans une des photos, là, je vous affiche la photo là, de l'intérieur d'un des modèles, là, probablement le RS. Vous voyez le grand écran là, de 17 pouces, l'écran Ultium là, de la nouvelle plateforme DEV. On voit que la navigation est sur Google Maps. Mais ce n'est pas dans Android Auto. C'est dans l'interface GM. Et pourquoi, c'est un détail anodin, pourquoi moi je suis content de ça, c'est que la navigation vers des. Tu sais, quand on fait un trajet long avec des bornes de recharge, les deux seuls systèmes que j'ai vus qui font un bon travail, c'est le système Tesla et le système Google Maps à l'intérieur des véhicules Volvo et Polestar. C'est le seul système qui fonctionne bien. Et même maintenant, lorsque vous êtes sur Android Auto dans votre véhicule ou même juste Google Maps sur votre téléphone, vous avez maintenant de l'information sur les bornes de recharge rapide. Pas tous, vous n'avez pas l'information si elles sont en cours d'utilisation sur toutes les bornes, probablement qu'avec le temps, elles vont se connecter, mais vous avez au moins l'information sur la puissance. Donc là, manuellement, avec une Chevrolet Bolt ou BZ4X ou d'autres véhicules, un Volkswagen D4, parce qu'en Amérique du Nord, la navigation ne marche pas très bien, vous allez pouvoir au moins vous faire un trajet là, qui fait du sens. Donc, ça, je suis content de voir que GM avance très rapidement vers des véhicules que, dans le fond, c'est seulement les systèmes d'exploitation des téléphones cellulaires qui fonctionnent. C'est ce qui est toujours le plus à jour, selon moi. Donc, petit point positif. Excellent. Fait qu'on est quand même excités. Je trouve que c'est un peu cher. Des configurations de rouage d'entraînement particulières. Peut-être un record même. Wow. Donc, on a hâte de voir ça, mais ça arrive dans un an pour les modèles. Oui, mais avant qu'on se termine, Gab, je veux juste te donner ton opinion. C'est quoi ton opinion, toi, rapidement, là, comme ça, là, un jet là, sur le Blazer EV? Je sais que tu trouves ça cher, mais globalement. Ben, je pense que ça va être une bonne voiture.
fondamentalement, je ne pense pas que ça va être. Là, il faut que je soigne mon langage. Là. Je pense pas que GM va faire un Ford de lui-même en ruinant ça dans l'exécution. Non, mais fait que j'ai pas été gentil, mais c'est ça pareil. Là. Je ne crois pas que ça va être un véhicule qui, comme le Mach-E, est reconnu là, pour avoir plein de problèmes. Là, on sait qu'Antoine Joubert a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi qu'il a dit sur Il le dit Mach-E? faut se tenir loin de ce véhicule-là, probablement avec une perche de 10 pieds. Ouais, exactement. Je trouvais ça, pendant plusieurs mois, j'ai regardé le forum du Mach-E, puis des gens, ils embarquent sur l'autoroute, l'auto éteint, elle embarque automatiquement sur parc à comme 90 km/h, puis la transmission du moteur arrière explose. Des choses comme ça. C'est fascinant. Je ne pense pas que GM va faire ça. Je pense que ça va être une bonne voiture. Je pense que ça va recharger rapidement, que la performance, pas en termes de vitesse, là, mais d'autonomie, tout ça, globalement, comme véhicule électrique, je pense que ça va être un bon véhicule électrique. Mais je pense qu'avec un prix de départ de 55 000 $ pour le modèle à faible autonomie traction, c'est un petit peu cher. J'aurais aimé ça voir traction intégrale à 55 000 $, mettons. Ça aurait été intéressant. Puis il n'y a pas de modèle de base à traction intégrale aussi. Là, donc c'est ça un peu. Ils l'ont segmenté pour que tu ailles vers les modèles plus luxueux. Le luxe, ça coûte moins cher à fabriquer. C'est plus payant pour les constructeurs. Donc on comprend ce qu'ils ont fait. Et c'est le même constat que j'en tire. Moi, évidemment, me basant sur l'expérience du Lyric, pas qu'on l'a conduit, mais ce qu'on a vu sur Internet et les excellentes revues YouTube qui ont été faites par les gens qu'on connaît, le guide de l'auto, même Alexandre Auto qu'on recommande toujours. Je crois que ça va être un excellent véhicule parce qu'en réalité, c'est la même chose, à part que l'intérieur est différent. Les performances vont être rendez-vous, je crois, parce qu'évidemment, à la date, General Motors a un excellent palmarès de bons véhicules électriques qui sortent. La dernière chose qui me reste, que je suis curieux, c'est de voir ça va être quoi les configurations de batterie plus petites que 100 kWh, que je soupçonne être attachées avec la version traction. Là. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme une sorte d'impression que j'ai. Mais honnêtement, dans le fond, plus de voitures électriques dans le marché, ça ne fait pas de mal à personne. Donc, toujours heureux de voir des véhicules s'ajouter. Honnêtement, j'ai très très hâte de le voir dans la vraie vie et de l'essayer. Je pense que la qualité va être au rendez-vous. On verra. Évidemment, il y a une seule façon de le savoir, c'est d'attendre. Oui, donc dans un an, on aura l'opportunité d'en essayer un. Peut-être qu'on sera invité au lancement. Il faut que vous vous abonniez à la chaîne si vous voulez qu'on devienne assez important pour être invité à des événements comme ça. Puis, sur ce, Alex, on se dit à la prochaine. À plus.